Bonjour à tous, merci de votre présence à ce premier webinaire de l'année 2022. D'ailleurs, je en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux de santé et de réussite pour cette nouvelle année. Je pense que c'est un peu la santé qu'il faut souhaiter à tout le monde en ce moment. J'espère que tout s'est bien passé pour vous ces derniers jours et que tout se passera bien dans ce qui arrive. Je vais inviter Jean-Philippe à se joindre à moi pour débuter ce webinaire qui est intitulé « Comment faire des vidéos de pro avec son smartphone ». L'intérêt de ce webinaire, il est pour montrer, pour vous montrer ce que l'on peut faire avec un smartphone. Nous, ce que l'on fait avec, pour l'équipe Mon Réseau d'eau, c'est à la fois des prestations vidéo pour nos clients et nos prospects, mais aussi on forme les gens à utiliser leur smartphone pour réaliser leurs propres vidéos. Donc, ce webinaire va s'attacher à faire un aperçu de la formation que fait Jean-Philippe à destination des personnes qui souhaitent se perfectionner avec leur smartphone. Bonjour à tous, je vais en profiter pour me présenter et vous donner une petite information extra-webinaire. Donc je suis Jean-Philippe Desranleau, consultant formateur depuis une vingtaine d'années, plus particulièrement spécialisé dans différents outils qui sont en relation avec la communication digitale, la vidéo. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, sauf que les moyens techniques n'étaient pas les mêmes et qu'ils n'étaient surtout pas à ma portée, malheureusement. Maintenant, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est devenu un peu mon jouet et j'en ai profité pour créer une formation qui est la formation qui est celle des trois formations aujourd'hui principales de mon activité. La vidéo est la plus demandée depuis 2 ans, le Covid étant la raison de cette demande parce que, bien évidemment, les entreprises ont voulu se rabattre, à défaut de pouvoir rencontrer leurs clients, leurs relations professionnelles, se sont rabattues sur la vidéo sous toutes ses formes. Mais on va rentrer dans le détail bientôt. Bien évidemment, si vous souhaitez en savoir plus sur mon profil, vous allez sur LinkedIn ou vous allez sur mon site internet où il y a un joli blog avec des contenus qui, j'espère, sont intéressants pour vous, notamment sur la vidéo, efficacity.fr. Voilà. Et Jean-Philippe fait partie de l'équipe Mon Réseau d'eau depuis 2016 ou 2017. On s'est rencontrés, on a dû se rencontrer en 2016 et on a commencé à travailler ensemble en 2017. Donc, pour ma part, je m'appelle Arnaud Eto, je suis le dirigeant fondateur de HCA Consulting et Action, qui est une agence commerciale export et une agence de conseil avec une double casquette en étant aussi une agence digitale puisque HCA pilote un collectif d'experts dans le monde du digital pour offrir à nos clients toutes les prestations qui tournent autour du digital. Et on a la particularité d'éditer le site monréseaudeau.fr, qui est un site d'actualité et d'information sur les produits et les acteurs des infrastructures des réseaux d'eau. Donc, c'est un site qui aujourd'hui fédère une communauté de 8000 professionnels du monde de l'eau que l'on adresse au travers de publications, au travers d'articles, au travers de réalisations vidéo. Et donc, avec Jean-Philippe, on répond aux demandes de nos clients en termes de prestations vidéo et on propose aussi des prestations vidéo, notamment les plus connues sont celles que l'on fait sur les salons, puisqu'on vient sur les stands des gens et on réalise des vidéos et on les publie directement sur LinkedIn, sur les comptes de monréseaudeau.fr. Donc, voilà. Alors, moi, ce que je vous propose de faire, et c'est ce qu'on a préparé avec Jean-Philippe, on a un programme qui est en 5 chapitres. Donc, un petit point sur le fait que, et Jean-Philippe a commencé à le dire, sur la complexité qui tend à disparaître pour réaliser une vidéo avec son smartphone. On verra un peu, on va couvrir le périmètre d'usage de la vidéo, ça peut vous donner des idées. Les bénéfices que l'on peut en retirer, les cas appliqués, c'est dans le désordre, c'est un peu de ma faute.
les cas appliqués et les cas de phase d'une réalisation d'une vidéo. Donc, après les cas appliqués, c'est là où on va rentrer un peu plus dans le sujet, où on va partager un peu notre savoir-faire. Donc, moi, ce que je propose, Jean-Philippe, c'est que tu nous montres un peu comment on passe de complexe à simple, tout simplement. Merci Arnaud. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Petit coup de rétroviseur pour connaître un petit peu l'évolution de la vidéo au fil du temps, simplement pour que vous preniez bien conscience du comment et pourquoi un sujet qui était compliqué, inaccessible au commun des mortels est devenu très accessible. Tout simplement parce que la vidéo, pour ceux qui ne le savent pas, est née à peu près en 1930, je crois que c'était en 1927, alors je ne vais pas vous faire l'historique de ce qui s'est passé avant, mais tout en haut, vous voyez une des premières télévisions. Je crois qu'il y a un modèle d'ailleurs au musée du Conservatoire national des arts et métiers à Paris, de ce type de télévision. L'écran était tout petit, il faisait 30 lignes, je crois, donc inutile de vous dire que la définition, on était loin de ce que nous avons aujourd'hui. Et la vidéo, elle était très confidentielle jusqu'en 1950. Et en fait, elle a commencé à exploser, ou à tout du moins à se démocratiser à petite échelle à partir de 1950 et plus particulièrement de 1953. Cet événement était le premier événement qui a été retransmis à l'échelle mondiale par satellite, notamment. Alors, l'intercontinental se faisait entre Pleumeur-Bodou en France et les États-Unis pour traverser l'Atlantique, et l'autre partie du monde, c'était le continent européen-asiatique. Et la télévision était une télévision 4/3, noir et blanc, un gros machin très lourd, qui n'était pas terrible, un peu dodu, et que certains ont connu. Donc ça, début de la démocratisation de la télévision, à peu près dans les années 50, après-guerre. Point important, alors c'est un peu du franco-français, mais aussi la technologie est mondiale. En France, en 1981, naissance de Canal+, et libéralisation des médias. Parce qu'il faut aller savoir que jusqu'en 1981, il y avait un monopole d'État sur la radio et la télévision. En clair, il y avait un ministre de l'Information et c'était le gouvernement qui décidait de ce qu'on pouvait voir ou pas, et avec un principe de censure qui était assez important. Sur le plan technologique, arrivée du magnétoscope, l'air de rien, ça a été un événement très important parce que c'est ce qui nous a permis de pouvoir enregistrer des émissions pour pouvoir les voir en replay quand on voulait. Et ça coûtait un bras, cet engin, c'était compliqué, fragile parce que c'était de la micromécanique, avec des têtes de lecture tournantes, je vous passe les détails. Un certain nombre d'entre nous ont aussi connu ça. Donc ça a été le premier avènement d'une certaine démocratisation, mais c'était quand même pour les CSP+. Ensuite est arrivée la première caméra, JVC, caméra avec enregistrement magnétique sur des cassettes de 30 minutes, de 15 à 30 minutes. Et là, ça a été une grande révolution pour deux raisons. D'une part, parce que le support devenait beaucoup plus accessible, on pouvait enregistrer, effacer. D'autre part, on enregistrait systématiquement le son et on faisait des films qui pouvaient durer jusqu'à 30 minutes, où on avait une capacité à enregistrer sur 30 minutes. Et avant cette technologie, la seule technique grand public qu'il y avait pour pouvoir enregistrer des films, c'était les caméras Super 8 qui faisaient des films de 3 minutes. Et dans 95% des cas, les gens n'avaient pas d'option de microphone pour enregistrer le son. Donc, c'était histoire sans parole, en quelque sorte. Je ne vais pas vous passer ceux de mon enfance, mais ça fait un peu désuet comme type de vidéo. Donc, première étape, création de la vidéo grand public, la caméra grand public, pour pouvoir faire ces films et se les rediffuser sur sa télévision et non plus sur un écran de cinéma. Deuxième évolution de la caméra, remplacement du support magnétique, la cassette, par un support mémoire. Là aussi, ça a été un progrès énorme parce qu'on a dématérialisé le support, et cette dématérialisation a facilité la transmission du contenu vidéo, d'une part, et d'autre part, les caméras ont beaucoup baissé en prix parce qu'il n'y avait plus cette micromécanique qui coûtait fort cher en fabrication. D'accord ? Donc ça, c'était les premières micro-caméras. Troisième évolution dans cette époque du numérique, la télévision 16/9. Alors au début, elle était avec tube cathodique, mais rapidement, c'est devenu écran plat. Maintenant, vous la connaissez, c'est devenu un standard, donc je ne vais pas revenir dessus. Et les deux dernières étapes majeures ont été, d'une part, en 2005, la création de YouTube, qui permet, parce que c'est toujours présent, qui permet de pouvoir mettre quand on réalise une vidéo, de pouvoir la mettre sur YouTube et de faire qu'elle soit visible et accessible par la planète entière, ce qui est quand même assez exceptionnel. Inutile de vous dire
que dans les années 80-90, on était loin d'imaginer qu'on allait pouvoir diffuser à l'échelle planétaire gratuitement ces contenus vidéo avec un niveau de qualité largement supérieur à ce que faisait la vidéo à cette époque. Et la dernière étape, qui a été l'étape majeure et qui fait qu'aujourd'hui la vidéo se banalise à grande échelle, la création de l'iPhone de Steve Jobs, avec sa conférence de 2007, où il a annoncé l'iPhone. Et cette conférence pour moi, c'est l'événement marketing le plus emblématique de la génération des années 2000 en ce qui concerne la communication digitale. Je vous conseille d'aller la voir. Il y a un extrait qui dure 3 minutes. C'est un monument de communication. Bon, je suis très admiratif de Steve Jobs. On a le même âge, accessoirement. Donc, voilà l'histoire de la vidéo. Et en fait, tout ça, ça nous permet de pouvoir mesurer ce que l'on peut faire. Alors, je vais vous proposer un sondage. C'est un sondage extrêmement simple, où je vais vous demander… Il y a une bataille qui se fait entre iPhone et Android, ce qui est à prévoir d'ailleurs. 91% des gens ont répondu. On va mettre fin au sondage et on va partager les résultats. Alors, d'après vous, qui a gagné? Eh bien, c'est l'iPhone. L'iPhone qui a gagné. Alors, rien que de très logique. Pour information, j'ai constaté, depuis que 3 ans maintenant que je fais cette formation sur la vidéo avec smartphone, la majorité des gens qui suivent mes formations sont des utilisateurs d'iPhone. La raison est simple, c'est qu'historiquement, les utilisateurs d'équipements Apple sont des gens qui ont la fibre communicante. C'est un constat, hein, je ne mets pas d'autres raisons derrière. Et il ne s'agit pas de faire un comparatif entre Android et iPhone. Les deux environnements font des vidéos de très très bonne qualité. Après, il y a un avantage à l'iPhone, je vous laisserai lire un article sur mon blog, pourquoi l'iPhone 12 est la meilleure des solutions pour faire des vidéos professionnelles. Ça ne veut pas dire qu'avec Android, on ne peut pas faire des vidéos professionnelles, mais lisez l'article et vous comprendrez pourquoi il y a quand même un avantage certain pour l'iPhone. Bien évidemment, aucune autre personne n'utilise d'autres marques que ces deux modèles iPhone et Android, et bien évidemment, aucun d'entre vous n'a pas de smartphone. Donc en fait, on a tous une caméra dans la poche, en clair. Donc ça, c'est la première des qualités. Je vous mets le lien de l'article de Jean-Philippe dans le chat, dans la partie discussion. Alors, concernant les périmètres des usages des métiers, dans les métiers de la vidéo, là, je te laisse reprendre la parole parce que tu les connais oui, mieux, Arnaud. Oui, on peut le faire à deux. Les usages on les délimite en deux choses. Hein. Qui utilise les vidéos? Donc, il y a tous les acteurs qui peuvent être les exploitants des réseaux, les fabricants, les bureaux d'études, les sociétés de travaux. Enfin, quelque part, tout le monde a une bonne raison d'utiliser et de faire une vidéo pour communiquer, alors soit à l'extérieur, soit en interne, puisque quels sont les usages qu'on peut en faire? Au niveau des applications, on peut faire des reportages, on peut faire des tutos, des tutoriels, des présentations de produits, on peut faire de l'interview, on peut faire de la développement de marque, d'image de marque d'entreprise. Nous, récemment, on a fait une visite d'usine, on l'a retranscrit en vidéo. Donc, on peut faire plein de choses et on peut utiliser, comme je vous dis, à la fois en interne ou en externe pour communiquer différents messages et de façon plus rapide et plus directe qu'un message écrit ou qu'un message ou qu'une image, hein, pour bien expliquer les choses. Donc, du coup, ouais, il y a les CV techniques qu'on avait et les vidéos live et autres. Du coup, on a une autre question à vous poser sur votre expérience, vous. Comment vous utilisez la vidéo chez vous? Donc, on vous a posé 3 questions. Soit vous en faites régulièrement, soit vous en faites de manière amateur et vous les partagez en privé, soit vous ne faites aucune chose. Vous ne faites pas de vidéo avec votre smartphone. Pareil, on va laisser un peu le temps se dérouler. Là, on est à 70% des personnes qui ont répondu.
Et il y a une tendance qui se dégage. Aujourd'hui, je vais vous partager les résultats. Donc, tu peux les commenter si tu veux, Jean-Philippe. Oui, si on fait la somme de ceux qui réalisent régulièrement des vidéos scénarisées, donc un peu structurées, avec peut-être éventuellement quelques moyens techniques complémentaires, micro externes ou micro-cravates et ainsi de suite, plus ceux qui font des vidéos simples, alors tant à titre personnel que professionnel, hein, là on fait pas de distinction entre les deux, mais vous êtes 75%, les trois quarts, à faire déjà des vidéos. Donc la tendance, elle est là. Maintenant, il n'y en a entre guillemets que 23%, il y a un quart qui le font de façon un petit peu professionnelle. Alors, je ne connaissant pas vos contenus, je ne peux pas faire une description sur la qualité, mais si déjà vous avez scénarisé et fait du montage, ben, ça veut dire que c'est de qualité professionnelle, sans que ce soit pour autant peut-être du niveau de ce que produit Arte, qui est une chaîne que je trouve de très bonne qualité. Mais bon, on est grand public, c'est pas notre métier. Mais par contre, on peut s'apprécier, et c'est ça qui est intéressant. On peut devenir caméraman, devenir journaliste de son entreprise et faire vraiment des contenus de qualité. On va voir quelques exemples. Donc, bénéfice de la vidéo avec smartphone. Le premier de ces bénéfices, c'est que tout simplement, la caméra, on l'a tout le temps dans sa poche. Donc, on aurait tort de s'en priver. Vous savez comme moi qu'aujourd'hui, quand on doit prendre note de quelque chose, plutôt que d'écrire d'écrire sur un papier ce que l'on voit, la fichette qu'on voit sur la description d'un produit dans un magasin, on prend en photo la fichette en question. Donc on est une majorité, si ce n'est 100% des utilisateurs, utilisent en permanence la fonction photo de leur smartphone, et la vidéo, elle est associée. Il suffit de changer de bouton et puis on est en train de filmer. Par contre, vous remarquerez aussi, notamment quand les chaînes d'information classiques reprennent dans les actualités une vidéo faite par un amateur, par le grand public, elles ont généralement trois défauts. Le premier, c'est que la personne qui filme en vertical. Donc, quand on reprend sur un écran de télévision une vidéo, une captation faite en vertical, on perd... il y a deux écrans noirs à côté, tout simplement. Alors, on fait un petit habillage, mais on perd beaucoup d'espace. Donc, il faut avoir le réflexe, si notre cible va utiliser un grand écran d'ordinateur ou de télévision pour regarder ses vidéos, il faut avoir le réflexe de filmer en horizontal. Ça, c'est le premier défaut. Le deuxième défaut, c'est que ça blablote dans tous les sens, parce qu'il n'y a pas de stabilité du smartphone. Hein. Les gens ne se rendent pas compte, mais on a l'impression que c'est l'œil de la personne qui filme et non pas une caméra. Et le troisième défaut, c'est que le cadrage, la lumière, généralement, ils ne sont pas bons. Et sachant que quand on fait un film en vidéo, celui qui bouge, c'est le sujet, c'est pas la caméra. En fait, c'est extrêmement rare de faire un mouvement de caméra. On appelle ça des panoramiques horizontaux, verticaux, des zooms, mais c'est extrêmement rare. La caméra ne doit pas bouger. C'est le sujet qui bouge. Donc ça, c'est les défauts classiques. Ensuite, la deuxième qualité du smartphone, c'est qu'en fait, on peut filmer immédiatement, voire faire du live. Donc là, vous voyez un smartphone sur un pied, donc on va avoir une stabilité très forte. Et faire du live, vous êtes sur un chantier, vous avez un problème technique, vous avez besoin du support d'un expert dans votre entreprise, vous l'appelez non pas sur sa ligne directe, mais sur son numéro de mobile, et puis vous activez la caméra, et puis vous lui montrez et vous lui expliquez quel est le problème auquel vous êtes confronté. Donc vous faites du live de personne à personne, mais ça vous permet de résoudre un problème de façon beaucoup plus simple que si vous deviez faire de l'échange de mails, tout simplement. Donc, la caméra, elle se banalise à grande échelle. Troisième avantage, bénéfice de la vidéo, c'est la mémorisation. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait une vidéo et que vous voulez la garder en mémoire, alors vous pouvez la stocker sur votre ordinateur, mais la vidéo, ça prend beaucoup de place, donc vous allez voir que si vous faites ça, il va falloir augmenter la taille de vos disques durs, des disques durs externes de grosse capacité. Mais le meilleur moyen de stocker, c'est de le mettre sur YouTube. Et une fois que vous avez mis une vidéo sur YouTube, on va voir qu'elle peut être diffusée dans tout un tas de directions. Et l'intérêt des vidéos sur YouTube, c'est que vous pouvez faire que ces vidéos soient publiques, donc n'importe qui peut les voir et les trouver. Elles peuvent être en mode confidentiel, c'est-à-dire que seules les personnes auxquelles vous envoyez le lien hypertexte de vos vidéos vont pouvoir les voir. C'est personnellement ce que j'utilise quand je diffuse des vidéos familiales. Je n'ai aucune envie que le grand public voit les vidéos privées, personnelles, de la famille. Et donc, je les envoie aux membres de la famille via WhatsApp. Je leur donne le lien.
qui leur permet de voir les vidéos. Et donc, ils le voient, mais personne d'autre ne les verront. Et puis, il y a le troisième mode, qui est le mode privé, où seule la personne dont on indique l'adresse mail, Gmail obligatoirement, va pouvoir voir la vidéo. Donc ça, c'est la troisième qualité. Et la quatrième qualité, là, vous voyez, c'est une copie d'écran de mon iPhone. J'utilise une application professionnelle pour faire mes captations parce qu'il y a tout un tas de réglages subtils. Ben, là, je suis en train de filmer en 4K. 4K avec un smartphone. Quand vous voyez la taille de l'objectif qu'il y a sur les smartphones et qu'on filme en 4K maintenant avec les smartphones haut de gamme, moi, je suis scotché. Il y a 20 ans, vous m'auriez dit que les caméras, qu'on filmerait de cette façon-là avec une boîte d'allumettes, une boîte de cigarettes dans la poche en 4K, je vous aurais dit, tu rêves. Donc, j'ose à peine imaginer ce qu'on va avoir dans la poche dans 10 ans. Quand on voit l'évolution des technologies, c'est absolument extraordinaire. Je suis à chaque fois, je suis un vrai gosse, quoi. Quand je vois ces évolutions techniques, et la vidéo, c'est un très, très bon exemple. Donc, voilà les 4 bénéfices de la vidéo avec smartphone. Vous l'avez tout le temps dans la poche. Vous pouvez faire du live. Vous pouvez mémoriser, stocker tout ce que vous filmez. Et enfin, vous faites un niveau de qualité. Vous avez des équipements qui vous font un niveau de qualité professionnel. Après, il faut scénariser et faire correctement ces vidéos. Et là, c'est une autre paire de manches. On va voir ça avec des cas appliqués. Alors, à titre indicatif, tout à l'heure, Arnaud, vous l'indiquez, on a fait ensemble différents salons. Ben Arnaud, je vais peut-être te laisser exposer comment on le faisait, sachant que le but, c'était de faire 8 à 10 vidéos courtes pour la promotion des entreprises qui étaient filmées, des films d'à peu près 1 minute, mais avec un montage, avec une scénarisation. Mais il fallait faire 8 à 10 films dans la journée. Ouais. Dans un optique de publication en direct le jour même sur les réseaux sociaux. Donc là, l'intérêt pour les entreprises, c'était d'avoir un service externe qui vient non seulement capter et monter les images, mais aussi diffuser sur une communauté sur les réseaux sociaux pour faire la promotion. Donc là, il y a différents exemples avec, voilà, celle-ci, si tu veux aller voir, c'était sur Polytech l'année dernière. Donc, le but, ce n'est pas forcément de voir toutes les vidéos. On va regarder quelques secondes à chaque fois. Hein, ouais, pas... voilà. Burkhardt est fier de vous présenter sur le salon Polytech la seule maquette miniaturisée d'un réseau d'eau potable. Alors, venez découvrir notre nouvelle technologie de mesure pour le contrôle et la qualité de l'eau potable. À tout de suite. L'idée, c'était de vous montrer ce qu'on réalise avant de vous montrer un peu la mécanique qui doit s'opérer en amont pour la réalisation de vos contenus. Vous voyez, sur cette vidéo, le montage est assez simple. Il y a un générique d'introduction, qui est cette image-là. Il y a la captation, donc c'est un plan unique avec un plan en incrustation, ce qu'on appelle un plan de coupe dans le jargon vidéo, qui permet de faire un zoom sur le produit, tout simplement, avec un argument commercial, une accroche commerciale à gauche en texte, et puis le générique de fin. En fait, quand on a fait ces vidéos, on avait préparé, avant de les réaliser, ce qu'on appelle un template, c'est-à-dire un modèle de vidéo. Et en fait, ce modèle était notre référence et il me suffisait simplement, une fois que j'avais fait la captation, de pouvoir remplacer dans le template chaque plan par les images que nous avions prises. Le plus délicat, en fait, c'était de bien préparer la personne que nous filmions pour qu'elle soit le plus détendue et le plus naturelle possible. Et vous voyez dans cet exemple, en fait, qu'on a une vidéo extrêmement courte, elle fait 30 secondes, et la version en question, Olivier Bertrand, dit l'essentiel en quelques secondes. La seule maquette miniaturisée d'un réseau d'eau potable. Alors, venez découvrir. C'était d'arriver de pouvoir créer un scénario sur le moment, puisque on ne pouvait pas en amont connaître la disposition et tous les objectifs de la personne qui nous a missionné pour faire réaliser la vidéo. L'autre exemple sur lequel tu es là, sur l'atelier Vigie, là, c'est un exemple où on a combiné 2 caméras, 2 smartphones. Donc, c'est pour montrer aussi qu'on peut faire des vidéos un peu plus complexes
Et là, c'était à l'occasion d'un Polytech également. Et là, on peut faire des montages un peu plus avancés avec la combinaison de deux smartphones. Et toujours pareil, faire le montage sur le jour même et la diffusion en direct. Le but étant de faire le teasing de l'entreprise, de sa présence sur le salon, pas après le salon, mais au moment du salon, pour inciter ces cibles clients à leur rendre visite sur leur stand. Donc, vous voyez, là, on a une photo, une vidéo, très bonne facture. Pareil, elle a été scénarisée au moment, sur le moment, hein, on n'avait rien préparé. Et on a fait tout, pas dire à l'arrache, mais on a fait tout. Oui, c'est pas l'arrache. Mais après, c'est le fait d'avoir, de connaître ses objectifs et puis de connaître la mécanique qui doit s'opérer pour prendre les plans. Donc, c'est ça qui est important. Les autres vidéos, si tu veux aller voir les autres. Je voudrais simplement montrer, voilà, là, on a mis un écran dans l'écran, c'est-à-dire un plan de coupe qui se superpose à l'image. Vous voyez, il y a notre interlocuteur qui est à droite et on voit un plan sur lequel une jeune femme essaye de percer la fameuse fonte qu'il n'est pas possible de percer. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez, on arrive à faire quand même des choses assez intéressantes. Alors, je vais revenir sur le troisième. Là, c'est un autre exercice, c'est comment résumer une visite. Parce que là, on a fait une visite d'usine chez Grundfos et l'idée, c'est comment, en moins d'une minute, essayer de dire l'essentiel de ce qu'on a vu pendant la visite. Donc, pareil, plusieurs plans de coupe, plusieurs façons d'aménager la vidéo en elle-même et l'incrustation d'informations sur cette vidéo pour qu'elle soit explicite, sachant qu'on n'a pas de voix off et on n'a pas d'explication, on n'a pas d'incarnation pendant la vidéo. Contrairement aux deux précédentes, où là, on a une personne qui parle, là, l'intérêt, c'est de ne pas avoir de personne qui fasse de voix off. Voilà. Et puis là, c'est l'interview classique, on va dire. Et pourquoi on l'a mis là, c'est Jean-Philippe qui prend souvent cet exemple, puisque la personne qu'on voit ici, là, Martin Guton, qui était le directeur de l'agence de l'eau, on l'avait croisé dans les allées du carrefour de l'eau. Et donc, ce sont des gens généralement qui n'ont pas beaucoup de temps. Et en 5 minutes, on avait réussi à faire notre captation, le convaincre de faire cette interview et de réaliser la captation. Et, donc, ça nous a permis d'avoir un contenu de qualité et qui apporte de la valeur pour l'audience de mon réseau. Et puis, le dernier exemple, ça concerne tout simplement plus du montage, puisque quand vous faites de la vidéo par smartphone, vous augmentez vos capacités et vos connaissances dans le montage. Donc, pour faire ensuite, là, on a par exemple un cas où on a capté les images d'un webinaire et là, après, c'est juste le montage et comment agencer les images. Donc, moi, j'avais suivi la formation de Jean-Philippe au départ de notre relation, donc pour être en capacité de réaliser des montages à partir de captations propres. Donc, voilà un peu les cas d'usage. Donc, ce qui va être intéressant maintenant pour vous, c'est de découvrir un peu la mécanique qui s'opère et les phases de la réalisation. Donc, c'est un peu le cœur du sujet de notre webinaire. Alors, les 4 phases. La première, c'est la scénarisation, concevoir sa vidéo, faire son storytelling d'une certaine façon au travers de cette vidéo. La deuxième, c'est de faire la captation et, point important, le son sur le plan qualitatif, le son a plus d'importance que la vidéo. Si vous avez une vidéo qui n'est pas parfaite, mais le son est de bonne qualité, les gens regarderont et écouteront votre vidéo. Par contre, si vous avez une très bonne vidéo avec un son qui est de mauvaise qualité,
eh bien, vous décrocherez rapidement et vous direz, non, j'ai pas envie de… Enfin, vous ne poserez même pas la question, c'est que vous couperez la vidéo et vous ne la regarderez pas. Donc, la captation du son est vraiment capitale et je reviendrai sur la façon de faire une bonne captation de son. Le troisième élément, c'est le montage. C'est ce qui fait, non pas le plus peur, mais c'est la partie qui est la moins connue dans la vidéo par le grand public, mais qui est là aussi, paradoxalement, il est plus simple de faire un montage vidéo avec un outil comme iMovie sur iPhone que de faire de la mise en page, traitement de texte avec Word sur son PC. Donc, faut démystifier la complexité des choses. Et le quatrième élément, qui est quand même l'élément final, c'est de pouvoir diffuser sa vidéo via le canal qui nous conviendra, que ce soit YouTube, WhatsApp, LinkedIn ou Twitter, et je ne prends que les principaux réseaux sociaux qu'on utilise à titre professionnel. Donc, si on revient sur chacun de ces quatre thèmes, premier élément, quand on fait une scénarisation, c'est de définir les objectifs que l'on a par rapport à l'objet de sa réalisation. Est-ce que vous voulez présenter votre entreprise? Est-ce que vous voulez présenter un cas client? Est-ce que vous voulez interviewer un de vos clients pour un témoignage? Est-ce que vous voulez interviewer un technicien qui va parler du plaisir qu'il a à travailler dans votre entreprise pour le développement, le recrutement d'autres collaborateurs? Donner aux gens envie de dire, tiens, cette boîte, elle a l'air sympa, je vais les contacter. Donc, quels sont les objectifs que vous avez quand vous réalisez une vidéo? Il faut vraiment bien le définir, parce que c'est ça qui va piloter la façon dont vous allez concevoir et réaliser votre vidéo et faire les différents plans. Le deuxième élément, c'est de définir sa cible. À qui je m'adresse? Et en fonction de votre cible, bien évidemment, vous allez aussi utiliser le canal qui va vous permettre d'atteindre votre cible. Je vais prendre dans un autre domaine les architectes. Chez les architectes, vous avez ceux qui s'adressent au marché public. Donc, leur vecteur cible, ça va être LinkedIn pour leur communication. Et puis, vous avez les architectes qui s'adressent à un public de particuliers locaux dans leur région d'implantation. Eh bien, ils auront plutôt tendance à utiliser Facebook pour pouvoir développer leur visibilité et trouver leurs clients. Donc, la cible va aussi déterminer la façon dont vous allez atteindre cette cible. Donc, c'est la deuxième question très importante. Et la troisième action qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est le call to action. C'est-à-dire qu'est-ce que je veux que les gens fassent une fois qu'ils auront vu la vidéo. Donc, généralement, quand on fait une vidéo à finalité commerciale, parce que c'est surtout pour ça qu'on va l'utiliser, que ce soit du commerce frontal ou subliminal, je vous déconseille de faire du commerce frontal, de produire des contenus et d'avoir une démarche commerciale frontale dans la communication digitale, dans votre promotion digitale. Mais le call to action minimum que vous devez avoir dans une vidéo, c'est faire que le dernier plan indique le site internet de votre entreprise ou une proposition d'action. Allez télécharger la documentation de notre produit sur notre site internet. Et là, j'ai peut-être demandé à Arnaud de faire un commentaire sur un service qu'il connaît bien, complémentaire au call to action, qui est alors j'ai un trou de mémoire, c'est le marketing. L'inbound marketing. L'inbound marketing, pardon. Non, le concept de faire venir les clients à soi en leur produisant du contenu qui les intéresse. Donc, c'est un peu la base de la stratégie qui est mise en œuvre pour la communauté monréseaudo.fr. Et c'est une des raisons pour lesquelles les gens utilisent ce site pour produire du contenu et adresser une cible qui les intéresse. Alors, en utilisant les outils de marketing automation dans votre démarche commerciale marketing, si par exemple vous indiquez un lien Internet qui va permettre aux gens de pouvoir télécharger la documentation d'un produit, ce que vous pouvez faire, c'est faire en sorte que quand les gens vont vouloir télécharger cette documentation, il va falloir au minimum qu'ils indiquent leur identité et leur adresse mail. Il ne faut pas leur poser 40 000 questions. Hein. Vous leur demandez leur identité et leur adresse mail et vous pourrez mesurer quelles sont les retombées de votre campagne, que ce soit de l'emailing, que ce soit de la vidéo, que ce soit du podcast, que ce soit tout type de support que vous utilisez en digital. Toujours utiliser ce principe du marketing automation qui consiste à faire que, et vous le voyez couramment, quand vous voulez télécharger des informations, fréquemment maintenant, on vous demande de
d'indiquer votre adresse mail et votre nom pour qu'on puisse vous envoyer le mail qui va vous permettre de télécharger. Vous ne le téléchargez plus de façon anonyme, de moins en moins en tous les cas, parce que tout simplement, on veut savoir qui s'intéresse à nos produits pour pouvoir avoir la suite de la démarche commerciale. Et ça, Arnaud le connaît très bien et peut bien évidemment vous y aider. Alors, on est sur la vidéo, je reviens. Tu fais du teasing pour notre webinaire du mois d'avril, qui est comment mesurer le retour sur investissement de son site Internet. Ah, je ne savais pas que tu avais ce webinaire dans ton calendrier, mais je vais être attentif pour y participer en tant qu'auditeur cette fois-ci. Donc voilà les trois actions clés quand vous scénarisez votre vidéo. Quels sont vos objectifs? Quelle est votre cible? Et le call to action en fin de vidéo. Il faut toujours qu'il y ait ça, sinon c'est peine perdue. Les 3 accessoires pour faire une captation de qualité. Le premier accessoire, c'est d'avoir un micro-cravate. Alors, celui que vous avez là, il coûte 20 €. Il faut qu'il ait une prise qui vous permette de le brancher sur votre smartphone. En l'occurrence, là, c'est ce qu'on appelle un jack TRRS, c'est-à-dire qu'il y a 4 anneaux, il y a 4 contacts électriques. Alors, il y a des petites astuces sur les connectiques de microphones. Il y a une société qui s'appelle Rode, qui est un fabricant de micros, de toutes les techniques de prise de son. Je crois qu'ils sont australiens. Ils viennent de sortir un petit boîtier qui vous permet, qui coûte 75 €, 79 €. En fait, vous avez un boîtier qui vous permet de brancher 2 micro-cravates. Donc, quand vous faites une interview d'une personne, c'est top. Parce que si vous avez qu'un micro pour faire une interview, c'est un peu gênant. Il faut passer le micro de l'un à l'autre. Donc, dans ce packaging, vous avez donc 2 micro-cravates filaires, un petit boîtier sur lequel vous branchez ces 2 micro-cravates. Vous pouvez brancher sur ce boîtier un casque pour écouter si la prise de son est bonne, et vous avez une sortie numérique qui vous permet de brancher vos 2 micros soit sur un PC, soit sur un Mac, soit sur un iPhone avec la prise Lightning, soit sur un Android avec la prise USB-C. Donc, c'est vraiment le boîtier que je vous recommande si jamais vous voulez vous faire des vidéos professionnelles avec une qualité de prise de son tip-top. Le premier investissement, c'est le micro-cravate Boya que vous avez là qui coûte 18 €, je crois. Vous trouverez les informations d'ailleurs sur mon site internet. Il y a un article qui parle des 3 accessoires pour la captation vidéo. Le nouveau boîtier dont je vous parle, il a fait l'objet, je crois que c'est hier, j'ai fait un post sur ma page entreprise LinkedIn Efficacitic. J'explique toutes les qualités de cet outil et je ne sais pas si j'avais mis un lien, je ne crois pas avoir mis un lien. Mais merci Lisa, elle a mis le lien sur la page de discussion. Merci Lisa. Donc ça, c'est le premier accessoire et il est incontournable. Le deuxième accessoire, c'est celui qui va vous permettre de pouvoir fixer votre smartphone de façon à le tenir correctement sans trop blabloter. Et vous voyez, là, vous avez des encoches sur ce cadre qui vous permet de rajouter un micro-canon, un projecteur, enfin des différents accessoires. Et ce gadget-là, il coûte là aussi moins de 20 €. Donc, vous auriez tort de vous en priver. Et puis, sa qualité pratique, c'est qu'il va vous permettre de pouvoir fixer votre smartphone avec ses accessoires sur un pied. Et là, je vous présente le pied Manfrotto. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un pied qui coûte 70 €, donc très accessible, qui est compact, léger et solide. C'est pas un truc qui blablote. Donc, vraiment, là aussi, si vous voulez faire un investissement, celui-là est vraiment de très bonne qualité. Après, il y a des pieds qui font avec des têtes rotofluides qui vous permettent de faire des panoramiques sans à-coups, sans rien, ça coûte un peu plus cher. Mais là, vous avez déjà un très bon pied. Et très sincèrement, ce sont les équipements que j'utilise quand je fais dans la majorité des cas, quand je fais des vidéos professionnelles, notamment celles que vous avez vues tout à l'heure, à titre d'exemple. Donc voilà. Donc si vous voulez suivre notre formation, je vous inviterai à vous équiper de ces outils pour que vous puissiez apprendre à bien vous en servir. Donc le budget global, là, c'est 20 plus 20 plus 70, on est à 100 € à quelque chose près. D'accord? En savoir plus. Ah, j'avais pas vu le bouton. Ouais, ça t'emmènera. C'est pour les gens qui téléchargeront la présentation. Ils auront directement l'article. Donc, vous avez l'article. Là, je vous montre le micro Boya avec les différents accessoires et petits composants qui l'entraînent. Et là, vous avez le cadre avec les fameux accessoires. Donc, là, 2 projecteurs, un micro-canon pour pouvoir faire du micro-trottoir en
en extérieur, sachant que le micro-trottoir, ce n'est pas simple du tout. Alors, le montage, là, il faut que je me connecte avec mon smartphone. Et Arnaud, tu vas m'engueuler, je n'ai pas eu le temps de préparer le montage. Donc, je le fais… Tu veux dire que tu n'as pas préparé. préparé et pré-enregistré ton smartphone sur la présentation. Exactement. Donc, il faut combler le vide là. Attention, je me connecte sur le webinaire avec mon iPhone. Donc ça, c'est la partie la plus importante de la formation qui concerne le montage. Comment bien, une fois qu'on a capté ces images, finalement, capter ces images, ce n'est pas ça qui est le plus difficile, hein. On le fait tous, on n'a pas besoin de formation pour sortir son smartphone et appuyer sur le bouton vidéo. Mais c'est la partie montage qui est la plus intéressante avec celle de la scénarisation. Mais dans la partie montage, c'est là où on va concrétiser ce qu'on a dans la tête et concrétiser son scénario. Donc là, on voit bien ton écran. Ok, parfait. Donc, on voit bien tous les projets qui défilent. Je vais vous montrer. Toc, toc, toc. Où est-ce qu'elle est, cette vidéo? Voilà. Donc là, vous voyez l'écran de mon iPhone. Il ne faut surtout pas que je m'amuse à vouloir piloter avec l'écran de mon PC parce que c'est mon écran de PC. Donc là, en fait, je suis sur une vidéo. Vous voyez en haut à gauche, l'écran que vous voyez, c'est l'écran de contrôle. D'accord ? Le trait vertical sur la ligne bleue qui est en dessous, c'est ce qui me permet de pouvoir déplacer la tête de lecture. C'est un film que j'ai fait sur la fabrication de marmites en aluminium à Madagascar. À titre indicatif. Les différentes pièces que vous voyez en bleu qui se raboutent les unes aux autres, en fait, ce sont les différents plans qui se succèdent et qui me permettent de raconter l'histoire de cette fabrication. Donc, on voit ici, alors je vais mettre la vidéo en grand. Toc, voilà. On la voit un peu plus grande. Donc là, on voit un jeune malgache en train de… Je vais pas mettre la vidéo parce que je sais pas, j'arrive pas à couper le son. Donc là, vous voyez un jeune malgache en train de casser un bloc moteur ou une roue de voiture en aluminium qui n'a plus du tout d'utilité parce que Madagascar est un pays très pauvre, extraordinaire malgré tout, et il est tellement pauvre que les malgaches ont l'art de pouvoir transformer tout en quelque chose avec un petit peu de valeur ajoutée. Je ferme la parenthèse. Donc là, on voit sur le montage, on voit les différents plans qui se succèdent. Donc, j'ai dû faire une demi-heure de captation. Et le but, c'est qu'il faut que je fasse un film qui raconte cette histoire, qui fasse moins de 3 minutes. Parce que vous savez, comme moi, si je fais un film de 15 minutes, ben, vous allez pas le regarder, tout simplement. Enfin, la majorité des gens ne le regarderont pas. Donc, là, j'ai des différents plans. Je peux les modifier. Typiquement, par exemple, ce plan-là, je veux le mettre juste après. Ben, je le déplace. Donc, vous voyez, c'est un puzzle. Et puis, on bouge les pièces du puzzle les unes après les autres. Alors là, je vais aller sur une image qui est assez impressionnante. Vous voyez malheureusement la tenue vestimentaire de ces pauvres gars qui sont en train de concevoir un moule. Enfin, le moule est conçu. Ils sont en train de préparer un moule pour couler une marmite en aluminium. Donc là, c'est le feu qui est fait avec du bois, d'où le problème dans Madagascar de la consommation excessive de forêt, parce que c'est le seul moyen qu'ils ont pour pouvoir se chauffer ou faire leur cuisine. En l'occurrence, là, ils font des marmites. Et regardez bien, pour l'anecdote, qui n'en est pas une d'ailleurs, ils sont en train de couler l'aluminium à 800 degrés, pieds nus, à quelques centimètres de leur pied. Donc, vous voyez, sur un événement un peu particulier, j'ai sorti mon iPhone et puis, bien évidemment, j'ai préparé ce film. Malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de terminer, mais ça vous donne une idée de ce que l'on peut faire. Si je veux rajouter une musique de fond, ben, je rajoute une musique de fond. Si je veux rajouter un commentaire, et c'est ce qu'il faudra que je fasse, je peux rajouter un commentaire audio. Donc, voilà le principe du montage. Alors, quand on fait un montage, on peut utiliser soit un outil simple comme iMovie, et très sincèrement, iMovie, dans la majorité des cas,
vous permet de faire des vidéos de très très bonne qualité. Alors, il n'est pas aussi riche fonctionnellement que LumaFusion, le logiciel que vous avez sous les yeux, mais iMovie est intégré dans Apple, donc c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Sachant que le logiciel, un logiciel professionnel de montage sur PC ou sur Mac, ça coûte, le ticket, il a 1 000 € à peu près. Même s'il y a des logiciels professionnels gratuits, comme DaVinci Resolve, qui est un truc extraordinaire. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est gratuit, mais par contre, la formation coûte cher puisqu'il y a 15 jours de formation sur cet outil. Et sinon, sur iPhone, mais vous avez l'équivalent sur Android, sur iPhone, vous avez iMovie, qui est un logiciel fourni par Apple par défaut, et sincèrement, qui vous permet déjà de faire de très, très belles choses. Et moi, toutes mes vidéos personnelles, en dehors de celle-là, qui est un cas particulier, de celle que je vous montre, toutes mes vidéos familiales, je les fais avec iMovie parce que je ne veux pas me compliquer la vie avec un logiciel trop sophistiqué, en fait. Ouais. Et LumaFusion, c'est quoi le budget? LumaFusion, c'est 30 € et ce n'est pas une redevance annuelle. On paye one shot une fois et après, on a les mises à jour automatiquement. Et on peut l'avoir à la fois sur son iPhone et sur son iPad. Inutile de vous dire que pour des raisons de confort, je filme avec l'iPhone, mais je fais le montage avec plutôt l'iPad. Ouais. Donc, on a une question sur l'utilisation d'une GoPro pour réaliser des interviews ou des compléments. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la GoPro? La GoPro est très intéressante pour filmer dans des situations où il y a des objets en mouvement. Une fois, j'avais fait une formation avec des exercices appliqués chez un fabricant de tracteurs dont l'usine principale est basée au Mans. Alors, j'ai un trou de mémoire sur leur nom. Avant, c'était Renault Agriculture, mais c'est plus Renault Agriculture. C'est une marque allemande qui a racheté la marque. Et ils voulaient faire des films en étant sur un tracteur. Inutile de vous dire que les tracteurs, ça bouge pas mal. Là, ils faisaient certaines captations étaient faites avec une GoPro parce que la qualité de la GoPro, c'est que ça vous permet de stabiliser votre image de façon extraordinaire, en fait. Alors, ceci dit, les smartphones haut de gamme intègrent maintenant des fonctions de stabilisation. Alors, pas aussi performantes que la GoPro, mais la GoPro est indéniablement très utile. Hein. Je ne sais pas si je les ai là. Ça rejoint la question aussi sur est-ce qu'on recommande l'utilisation d'un stabilisateur type DJI? Il vaut mieux une GoPro. Je suis en train de regarder là. Après, moi, personnellement, j'ai un stabilisateur. Il faut énormément l'utiliser pour bien le maîtriser. Donc, c'est un peu c'est pas aussi intuitif que… Oui, je confirme. Là, vous voyez, je vous mets une vidéo que j'ai faite j'étais à moto cet été avec une bande de copains dans les Pyrénées. Et en fait, la caméra, la GoPro, est fixée sur le pare-brise, entre guillemets, sur le plexiglas de ma moto, en fait. Et je peux vous assurer que le plexiglas, il vibre énormément. Et là, alors, vous ne le voyez pas très bien parce qu'on est en diffusion sur le webinaire, mais quand vous regardez la vidéo originale, elle est d'une stabilité absolument incroyable. Donc ça, c'est la qualité de la GoPro. Par contre, le défaut, enfin, la faiblesse de cet outil qu'est la GoPro, c'est qu'on ne peut pas, on peut pas faire de prise de son correcte. Ou alors, faut que vous fassiez la prise de son avec un enregistreur extérieur, et ça commence à devenir compliqué de resynchroniser le son avec l'image quand vous interviewez des gens. En tous les cas, si vous faites de la vidéo simple, interview de personnes, typiquement, c'est pas la GoPro qu'il vous faut, c'est l'iPhone ou l'Android. Et donc, ça nous arrive, il nous reste 3 minutes. On avait demandé 1 heure du temps des gens. Donc, une fois que vous avez fait votre montage, vous passez à la diffusion. Donc, je vais couper mon iPhone. Tac, LumaFusion, zoom, terminé. Et je repartage mon écran de PC. Boom. Donc, normalement, vous revoyez mon écran PowerPoint. OK ? Donc, au niveau de la diffusion, élément très important, donc je vous ai parlé de YouTube tout à l'heure. Ce qu'il faut bien voir, c'est que YouTube, ça va vous permettre, c'est l'incontournable qui va vous permettre de pouvoir, via un lien sur une vidéo donnée, envoyer cette vidéo par mail à vos interlocuteurs, dans le cadre d'une campagne d'emailing,
il est bien évident que ce n'est pas le contenu vidéo que vous mettez dans l'emailing. Hein. On est bien d'accord, c'est le lien qui va permettre de voir la vidéo. Vous pouvez faire en sorte que la vidéo soit hébergée sur votre blog ou sur votre site web. Et là, j'ai mis le vôtre, parce que si jamais vous avez un réseau de distributeurs ou de prescripteurs, eh bien, ces prescripteurs ou ces distributeurs vont pouvoir mettre les vidéos que vous allez réaliser sur leur blog et sur leur site web pour en faire la promotion. D'accord? Donc, c'est non seulement les contenus vidéo, comme tout contenu marketing, vont servir vos intérêts directement à partir de vos plateformes, mais peuvent aussi, et ça c'est très important, être utilisés par votre réseau de partenaires, de revendeurs, pour peu que vous ayez ce type d'activité commerciale. Le deuxième élément, c'est LinkedIn. Quand vous faites des vidéos et que vous les diffusez sur LinkedIn, à condition qu'elles fassent moins de 10 minutes, mettez directement la vidéo sur LinkedIn, ne passez pas par YouTube surtout, parce que les algorithmes des réseaux sociaux comme LinkedIn vont vous être défavorables si vous faites sortir l'internaute de LinkedIn. Quand vous mettez une vidéo, alors si vous mettez une vidéo de plus de 10 minutes, malheureusement, là, vous êtes obligé de mettre le lien vidéo de la vidéo YouTube. Mais dans les vidéos de moins de 10 minutes, mettez directement la vidéo. Comme ça, l'internaute, il regarde directement la vidéo dans LinkedIn. Il n'a pas besoin d'aller voir YouTube. D'accord? Et là, les algorithmes de LinkedIn vous seront favorables. Le deuxième vecteur, c'est Twitter. Mais Twitter est essentiellement utilisé si vous avez pour objectif d'atteindre la cible des élus, des politiques, des journalistes et des médias. Dans le domaine du grand public professionnel qui est le nôtre, très sincèrement, nous sommes très rares à utiliser Twitter. Moi-même, j'ai 2 comptes Twitter, un compte perso, un compte pro. Je l'utilise très, très peu parce que tout simplement, mon temps de cerveau disponible fait que je ne peux pas être partout et j'ai préféré me concentrer, comme beaucoup de gens, sur LinkedIn plutôt que sur Twitter. Voilà, vous avez un aperçu de ce que peut produire, de ce que fait une formation avec Jean-Philippe. Donc, vous passez les 4 étapes en revue, en allongé, avec des cas pratiques et vous repartez de la journée ou des 2 jours. Hein, c'est souvent sur 2 jours que tu fais la formation. Oui. Et vous repartez des 2 jours et vous savez tout et vous êtes autonome dans votre réalisation de vidéo avec une qualité professionnelle. On vous a mis, on va vous mettre je pense que Lisa va vous mettre dans la discussion un lien pour simplement que vous nous répondiez à 5 petites questions pour savoir si vous êtes satisfait de ce webinaire pour améliorer nos prochains. Et puis, on a traité toutes les questions au fil de l'eau. Donc, on est pile poil midi, on a respecté l'horaire, Jean-Philippe. C'est un beau challenge relevé, bravo, puisqu'on a l'habitude de beaucoup digresser avec Jean-Philippe. C'est toujours intéressant, mais le temps est précieux pour tout le monde. Donc, je vous remercie encore une fois de votre présence. Vous allez recevoir le support de cette présentation, de ce webinaire, dans votre boîte email cet après-midi. N'hésitez pas à le télécharger. Vous aurez les liens dans le support directement. Répondez à notre questionnaire de satisfaction, ça nous aidera à nous améliorer. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions sur les formations de Jean-Philippe ou des questions sur les prestations vidéo de l'équipement Réseau. Ce sera avec plaisir d'y répondre. Bon appétit à tous. Merci beaucoup, bon appétit. Merci Jean-Philippe pour ton temps. Merci Lisa pour le back-office. Et puis, à très bientôt pour tout le monde. Au revoir. Merci. Salut à tous.